Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, le roi Albert est devenu un véritable mythe, mais il ne faut pas entendre le terme mythe au sens le plus tristement vulgaire du terme, qui est mythe, c'est faux. Bien sûr que dans la narration du roi Albert, selon certaines époques, il y a des choses qui ont été exagérées, d'autres passées sous silence, etc. Faire une biographie de quelqu'un, c'est la quadrature du cercle. Hein. Faites votre propre biographie. Vous allez voir que si tous vos amis vont faire votre biographie, ce seront 15 récits différents. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas donc de dénoncer avec fracas et avec supériorité, hein, l'historien dans sa tour d'ivoire, vous croyez que, eh bien, je vais vous révéler que pas du tout. Non, c'est pas, ça n'a jamais été ma démarche. Ma démarche, c'est plutôt de dire, tiens, mais qu'est-ce qui a fait sens pour les gens de telle époque? Et c'est ça un mythe. C'est une narration qui fait sens, et donc qui ne dit pas la vérité sur le roi Albert, qui dit une vérité sur le peuple qui a porté ce récit. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que moi je veux être critique. Et pas du tout dans le sens de on va le détruire, etc. Après, vous me posez toutes les questions et je vous dirai ça, il faut nuancer, ça, ceci, cela. Mais je trouve que c'est une réflexion trop pauvre. Beaucoup plus riche, parce que de dire vous vous êtes trompé, Godefroy de Bouillon, c'est une saloperie de barbare qui a cassé tout le monde, et après, so what? Par contre, de dire tiens, mais qu'est-ce qu'il a porté comme sens pour un peuple? Je me contenterai de son règne. C'est un. Parce qu'on peut aller très loin, juste si on veut aller très très loin, le centenaire de la Première Guerre mondiale, eh bien, la Première Guerre mondiale a produit mais un panthéon extraordinaire de héros, beaucoup plus que la deuxième d'ailleurs. Et donc on avait dans tous les manuels scolaires des années 20, 30, 40, 50, jusqu'aux années 60, hein, on avait évidemment le roi Albert et la reine Elisabeth, vous les voyez, hein, le roi soldat et la reine infirmière, mais vous aviez le cardinal Mercier, vous avez le bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max, vous aviez Gabriel Petit, Edith Cavell, enfin, brrr. On s'est rendu compte que 100 ans après, pratiquement tous ces héros avaient disparu de la mémoire collective, sauf un. Le roi soldat. C'est le seul qui avait perduré. Même Gabriel Petit, qui avait été un personnage extrêmement important comme symbole de la souffrance du peuple belge sous l'occupation allemande de 14-18, qui est une occupation particulièrement rude, beaucoup plus rude pour le citoyen lambda que celle de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien même elle, en 2016, il y a eu des petits bouquets de fleurs autour de sa statue, place Saint-Jean, juste ici tout près. Et puis personne, c'était fini, elle avait disparu. Les héros peuvent naître et ils peuvent disparaître. Des héros peuvent naître et chuter. Lui n'a jamais chuté et il reste encore un petit peu. Voilà, donc il y a différentes évolutions. Alors voilà, c'est de ça que je voudrais vous parler. Alors très rapidement, je vais vous donner... Voilà, je vais vous parler de tout ça. Une petite introduction, et puis ce qu'il a représenté avant la Première Guerre mondiale, le tournant, la bascule gigantesque de la Première Guerre mondiale, le discours du trône, l'affaire de l'OPM, et après. Et voilà. Alors, un peu, l'introduction un peu avant les débuts du règne pour présenter le personnage. Albert de Saxe-Cobourg-Gotha est le deuxième fils de Philippe, le comte de Flandre, et Marie de Hohenzollern. Il n'a aucune vocation à régner. Aucune. Il a un grand frère. Et son père n'est jamais que le frère de Léopold II. Léopold II a réussi à faire un gamin et puis un tas de filles. Pas de chance, son fils, et c'est un drame pour Léopold II, hein, on va pas en sourire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Léopold II, la perte de son fils a été un drame. Et il va reporter son affection et son désir de former son successeur sur le grand frère d'Albert, Baudouin.
Et donc, il va y avoir une vraie relation entre Léopold II et Baudouin qu'il va former. Et on ne s'occupe pas du petit Albert. On le laisse grandir tout seul, voilà, peu importe. Mais à ses 16 ans, c'est le coup de foudre qui tombe dans sa vie. Son frère vénéré, parce qu'il vénérait Baudouin, mort foudroyé par la grippe, à 21 ans. Son petit frère en a 16. Tout à coup, il est l'héritier. Et il va en garder quelque chose de très très important. C'est une immense modestie parce qu'il estime ne pas avoir été bien formé. Et donc ça va le rendre profondément, intimement modeste, parce que toujours avec un doute sur lui-même, qui va faire partie de son charisme. C'est un gars sincère. C'est pas un grand intellectuel, c'est un type intelligent, mais c'est pas un grand intellectuel. C'est quelqu'un qui sent les choses. Il naît dans les milieux aristocratiques les plus élevés d'Europe, donc il a quand même appris les manières, donc il est relativement à l'aise avec le milieu des grandes cours européennes, ça c'est son milieu. Il est très mal à l'aise avec la bourgeoisie, avec les gouvernements, et par contre, il est à l'aise avec les petites gens. Et ça va être une de ses forces. Et donc, dès le début de son règne, il se marie en 1900. La presse va présenter le couple. Alors, on n'en est pas encore en 1900 à des coups de foudre. Hein. Le mariage d'amour, ça, c'est pour après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un anthropologue chinois qui m'expliquait, parce que sur l'histoire de la famille, les Occidentaux sont les seuls qui sont assez dingues pour avoir mis une chose aussi futile que le sentiment au cœur d'une institution aussi sérieuse que la famille. Regardez ce que c'est devenu. Donc ici, on est encore à l'époque où c'était sérieux. Et donc c'est un mariage, quand même, ils sont vraiment à la pointe de leur temps. C'est un mariage d'inclinaison. Donc, c'est-à-dire que les époux ne doivent pas s'aimer de passion, mais ils doivent se convenir, ils doivent se respecter. Et effectivement, c'est un couple qui tout de suite est présenté à la presse comme très complémentaire. Lui, il a pas loin de 2 mètres, elle est plutôt petite. Ah oui, il est très très grand, très très grand. Il a 1m96 et Léopold II c'était 98. Donc, mais donc c'était des têtes très grands. Lui, il connaît les horaires de train par cœur. Il aime les motos, il aime les avions, il aime les voitures. Elle fonde le concours Reine-Élisabeth. Elle, c'est l'art, c'est la culture. Et donc ça se tricote très bien. Ils ont des enfants, tout mignons. L'aîné, le futur Léopold III, naît en 1901. Puis il y aura Charles et puis Marie-Josée. Et dès le début de son règne, Albert est face à une page blanche. Il succède, donc les Belges ont toujours douté de leur futur souverain, toujours. Comment Léopold II, qui est tout le temps malade, malingue, machin, va succéder au fondateur de la dynastie. Bon, Léopold II, c'est quand même pas un petit gabarit. Il n'a plus jamais été malade dès que son père est mort, hein. Plus jamais. Bon. Mais après le monument qu'est Léopold II, roi colonial, qu'on décrit pour le moment à juste titre, roi bâtisseur, qui a quand même fait de Bruxelles, enfin qui a embelli Bruxelles de manière assez significative. Les arcades du cinquantenaire, c'est de sa poche. Toute l'avenue de Tervuren, c'est de sa poche. Visionnaire, ça on n'en le dit jamais, sur les problèmes de défense nationale. Bon. Il foutait la trouille à ses ministres. C'était la statue du commandeur. Comment voulez-vous que ce petit gamin, qui a 2 cm de moins que lui, même s'il est très grand, qui ne se sent pas à l'aise, qui
qui ne sait pas mettre ou bras et jambes, qui déteste monter à cheval. Comment est-ce que ce gars, bien sympathique ma foi, mais comment est-ce qu'il va pouvoir régner? Comment peut-on succéder? Ça, c'est le début de son règne. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il sait une chose, et je crois que ça a été son immense chance. Il sait une chose, il ne faut pas faire comme son oncle. Son oncle a été la statue du commandeur, mais il a été détesté de son... Parce que ça, on oublie, hein, il était détesté pendant sa fin de règne, mais détesté. Par ses ministres qui en avaient la trouille, par le peuple qu'il méprisait. Il avait subi l'un ou l'autre attentat, et donc chaque fois qu'il passait dans Bruxelles, c'était, on ne pouvait pas le voir. C'était blindé de soldats, de policiers, de tout ce qu'on voulait. Donc le public n'avait absolument aucun accès. En plus, le public belge, la Belgique est catholique. Je suis désolé de vous le dire, parce que même les anticatholiques ont cette culture catholique que moi j'adore. Je la résume. La culture catholique, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, hein, la culture, c'est la contre-réforme. C'est trop n'est pas même assez. C'est la fête, c'est les géants, etc., etc. Mais avec une certaine morale. Et Léopold II, eh bien, il n'a pas été fidèle à Marie-Henriette, du tout. D'ailleurs, il se détestait. Ils ont choisi les villes les plus éloignées l'une de l'autre quand ils n'étaient pas à Bruxelles. Léopold II est tombé amoureux d'Ostende, elle est amoureuse de Spa. Quand vous buvez du Spa-Reine, c'est en hommage à la reine Marie-Henriette, la femme de Léopold II, délaissée par cet homme qui aimait beaucoup les jolies et jeunes femmes. Eh bien, les Belges, ils n'ont pas du tout avalé ça. Pas du tout. Et donc, terreur, autoritarisme, etc. Il sent que si on veut, et c'est son serment, hein, les Cobourg, quand ils prêtent serment, c'est pas du pipeau. Il a prêté serment de protéger la Belgique, son indépendance, et donc pour ça, de fortifier l'institution monarchique comme représentante d'un royaume constitutionnel. Fidélité à la Constitution, on va voir ce qu'il va faire, fidélité à l'indépendance du pays, jusqu'à en mourir s'il faut, mais voilà. Mais que faire? Que faire? Tout, je crois que c'est le drame de Léopold III, d'avoir eu un père exceptionnel. Il n'a rien pu inventer, il a juste voulu faire aussi bien que son papa. Albert Ier, lui, il a une page blanche. Il faut inventer autre chose. Il faut être roi autrement. Et il le fait tout de suite, dès 1909. Il va réinvestir des conceptions beaucoup plus traditionnelles de la monarchie, de proximité avec son peuple. D'ailleurs, c'est le premier roi qui se dit « j'ai un peuple qui parle différentes langues. Je vais prêter serment dans les deux langues. D'abord en français. Oui, il ne faut quand même pas mettre les charrues avant les bœufs. Mais quand même, non, je veux dire, c'était déjà une avancée en français et puis en néerlandais. Et ça, le peuple flamand lui en a su gré. Donc déjà, dès son avènement, il donne le ton. Et il va vers son peuple. Il demande qu'on supprime les militaires sur son passage. Tu vois, personne ne va m'assassiner. Je suis qui, moi? Il ne se prend pas pour un type exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'on assassinerait le roi Albert, malhabile, d'un petit pays qui vient de reprendre le Congo? Il n'est pas Léopold II qui était seul maître à bord du Congo. C'était sa propriété à lui. Ça n'était pas une colonie belge jusqu'en 1908. Donc je dis, bon, non, on ne va pas se prendre la tête, personne ne va. Donc il fait. Et donc les gens l'approchent. Et en plus, il sent que ça marche. Il n'y a pas de calcul, c'est vraiment à l'instinct. Les gens ont envie de voir ses enfants. Et ses enfants, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons! Ah, oh mon Dieu, mon Dieu! Ah bah oui, en 1909, de 1909 à 1914, ce sont des enfants.
Et puis la petite Marie-Josée, on dirait un angelot baroque, avec des petites boucles. Ah ben, et donc, toutes ces joyeuses entrées, il les fait avec sa femme et ses enfants. Et du coup, il a une popularité, alors que le haut du pavé de la société, on doute quand même. Est-ce qu'il a les capacités intellectuelles ? Est-ce que, on va voir, on va observer s'il n'y aura pas un faux pas? Mais le peuple, il est déjà là, derrière lui. Il est déjà apprécié. Il n'hésite pas, c'est impensable pour Léopold Ier, impensable pour Léopold II, quand il va à Liège, donc le falbala habituel, et puis il décide d'aller voir le quartier du Laveu, qui maintenant est un quartier super bobo, hein, mais c'était le quartier populeux, même pas populaire, populeux. Et il va serrer la main des gens et leur demander comment est-ce qu'ils vivent dans leur taudis dégueulasse. Il est à l'aise avec les gens pauvres. Il se sent une connivence, en fait, avec eux. Et donc, il va vers son peuple et il a donc une certaine popularité. Ben, vous savez, la popularité, ça vient. Hein, je ne vais pas faire... Mais voilà. Donc déjà, avant la Première Guerre mondiale, le peuple se reconnaît dans son roi et sa famille royale. Et quand on fait une analyse de la presse, c'est vraiment ça. Notre roi est venu à Liège. Notre roi est venu à Mons. Notre roi est venu. Notre famille royale. Donc, on sent qu'il y a toute la presse, l'espace médiatique s'empare de cette famille, de la figure du roi, et la fait sienne. Bon, c'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Nous sommes en temps de paix, mais voilà que, coup de tonnerre absolu, et là vous me poserez toutes les questions, parce que ça je peux vous en parler pendant des semaines d'affilée, donc je risque de dépasser. Coup de tonnerre, la Première Guerre mondiale arrive. La Belgique est un petit pays neutre qui espérait échapper à la conflagration mondiale. On sentait bien qu'il y avait des tensions entre les deux blocs. Et Léopold II avait déjà vu ça, c'est un visionnaire, et il a bien transmis ça à son neveu, qu'il fallait renforcer la défense nationale. Il n'a pas transmis son imaginaire colonial, parce que là, Albert avait été au Congo juste avant la mort de Léopold II, qui n'a jamais mis les pieds au Congo. Et dans ses carnets personnels, il est d'un destructeur vis-à-vis de son oncle. Il dit, c'est immonde. Ce qui se passe dans le jardin de mon oncle, c'est une immondice. Et il va tomber amoureux du Congo, et il va faire beaucoup. Mais pour ce qui est de la défense, par contre, il trouve que son oncle a raison. Et donc la Belgique s'engage et croit... la Belgique, de toute façon, elle aime jamais dépenser. Hein. C'est toujours trop. C'est toujours trop. Donc, Léopold II, puis Albert Ier va se battre pour renforcer l'effort Brie-Almont de la place fortifiée de Liège, de Namur et d'Anvers surtout, hein, le dernier coin de territoire imprenable. On l'a quand même pris. Et d'arriver, ça c'était la victoire de Léopold II qu'il a signée sur son lit de mort, la conscription de un fils par famille, et Albert va plus loin. Et il obtient, un peu tard, en 1913, la conscription générale. Mais donc, on a une armée de nains de jardin, soumis à 3 lois de milice différentes. Le tirage au sort jusqu'en 1909, de 1909 en 1913, un fils par famille, et la classe de 1913 et la classe incomplète de 14, tous les fils. Donc, on a une armée vraiment à géométrie variable. La mobilisation se fera sans aucun problème. Alors, voilà. Oui, non, c'était ça. Pendant la Première Guerre mondiale, et on va voir comment... pendant la Première Guerre mondiale, mais dès le début, et puis ça va perdurer, c'est l'inversion des termes de l'image royale. Ce n'est plus seulement l'homme qui était extraordinaire parce que roi. Hein, de 1909 à 1914, sa popularité, c'est parce qu'il est roi, sympathique,
qu'on trouve que c'est un type bien. Enfin, il ne serait pas roi, c'est juste un gentil quidam. Ici, c'est l'inversion. Cet homme-là est absolument extraordinaire et il fait honneur à la fonction royale. C'est lui qui grandit la fonction royale. Donc vous voyez, c'est l'inversion qui se fait. La fonction royale hérite du prestige du héros. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'héroïque? Eh bien, alors là, vous pouvez penser à Zelensky quand même un peu, hein, parce que y a des parallèles. Alors, il y a plein de trucs différents, hein, mais il y a quand même des parallèles. C'est que nous recevons un ultimatum le 2 août. L'Allemagne nous envoie un ultimatum. Et nous avons quelques heures pour répondre. Hein, donc, c'est le branle-bas de combat au Palais Royal. Hein, je vous passe les détails. Conseil des ministres, Conseil de la Couronne, etc. Et on rend notre avis, on refuse l'ultimatum le 3 août. Avec la ferme décision que personne ne peut imaginer que les Belges vont faire ça. Personne. La ferme décision de se défendre absolument. Et de faire appel aux garants, puisque nous avons une neutralité garantie. Donc, dès qu'on est agressé, on a le devoir international de se défendre, mais on peut tout de suite faire appel à nos garants pour nous aider à nous défendre contre l'agresseur. Bon, ça, c'est le droit international. Mais alors, les grandes puissances, là, en commençant par l'Allemagne, elle va être très fâchée, mais tout aussi bien la France et la Grande-Bretagne, qui, eux, par contre, vont être absolument émerveillés. Personne ne s'attendait à ce que la Belgique fasse autre chose. Je vous dis, une petite armée de n'importe quoi, qui se fait attaquer par la plus forte armée du monde de l'époque quand même. Hein. La première vague d'assaut, c'est 800 000 hommes, et nous, notre armée, c'est moins de 300 000 hommes, dont même pas la moitié sont capables de se battre. Donc, c'est quand même un peu David et Goliath. Hein. On ne peut pas gagner. On le sait qu'on ne peut pas gagner. Tout ce qu'on espère, c'est tenir suffisamment longtemps pour que les garants viennent nous aider. C'est seulement ça. On le fait pour respecter le droit international et pour l'honneur. Et là, le roi, il est partie prenante, parce qu'il y a l'honneur de la couronne, il y a son honneur personnel. Il est le cousin du tsar, du Kaiser, du roi d'Angleterre. Hein, tout ça, c'est une histoire de famille. Et donc, quand ça commençait à sentir mauvais, il avait envoyé une missive, donc il y avait les missives du gouvernement à l'Angleterre, à la France, à l'Allemagne, est-ce que vous allez nous respecter, etc. Et lui, il avait écrit une belle lettre lui-même, il avait demandé à sa femme, qui est duchesse en Bavière, donc qui est germanophone, de bien corriger pour que l'allemand soit nickel de chez nickel, et son cousin ne lui a même pas répondu. C'est une blessure personnelle. Bien sûr qu'on va se défendre. L'honneur, ce sont des hommes du 19e. Hein. Non, je veux dire, nous, au 21e siècle, l'honneur, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, non, mais c'est vrai, ce qui nous intéresse, c'est la dignité. Ah, eh bien, c'est complètement différent. L'honneur, c'est un sentiment éminemment social. La dignité, c'est éminemment personnel. Personne ne peut vous enlever votre dignité si ce n'est vous-même. Mais tant que vous ne laissez pas l'autre vous l'enlever, vous pouvez la garder. L'honneur, non. C'est les autres qui vous font honneur. Vous ne pouvez pas vous rendre honneur à vous-même. D'accord? Donc là, on est dans une société d'honneur. Et ça, que le Kaiser ne lui ait pas répondu, c'est pas possible. Donc il est à fond avec son gouvernement dans l'option on va se défendre vraiment et pas juste tirer 3 coups en l'air pour respecter le droit international parce que la Belgique, comme pays neutre, doit se défendre. Enfin, on va déconner quand même, on va pas se défendre à fond contre cette espèce de déferlante monstrueuse. On va se faire massacrer. Eh bien oui, c'est exactement ça qui s'est passé. On s'est fait massacrer. Avec plus de 6500 civils, dont des vieux, des femmes et des bébés, qui vont être assassinés en quelques semaines. À La Tour, près de Virton, il y a un monument incroyable, hein, ce sont tous les massacres. Parce que, autant les autres, je vais vous en parler, autant l'Allemagne, elle ne s'y attendait pas, elle va se déchaîner, furieuse, comment ces petits nains osent
défier la plus grande armée du monde. Et donc, ils vont se déchaîner contre les civils. Et il y a un monument qui est très touchant, où on a mis les noms et prénoms de toutes les victimes civiles massacrées je crois que c'est le 23 août 14. Et il y a toute une famille Servet. Marie Servet, Paul Servet, machin Servet, et puis Servet. Pas de prénom. C'est un enfant qui avait 2-3 jours, on n'a pas eu le temps de lui donner un prénom. Donc, vous voyez, ça a été vraiment la décision de se défendre, oui, mais on l'a payé très cher. Parce que pendant 15 jours, la Belgique a dû se défendre toute seule en attendant l'arrivée des Français et puis des Britanniques. Or, Albert devient un héros dès le 4 août. C'est très rare qu'on puisse dater précisément. Albert devient un héros national et même international le 4 août à 10 h du matin. C'est dingue, hein? Quelle précision. On a refusé l'ultimatum et on attend l'invasion. Elle va venir. L'invasion arrive à 8 h du matin, on ne le sait pas encore, parce qu'on est en train de faire le branle-bas de combat de la famille royale, hein, le roi à cheval, la famille royale en calèche qui le suit. Une mer de Bruxellois en train de hurler, hein, on bascule dans la guerre. Donc c'est hystérique. Et il arrive et il se présente devant les chambres réunies au Palais de la Nation, devant le Parlement. Et il dit, hein, j'ai foi dans nos destinées, un pays qui se défend s'impose au respect de tous, ce pays ne périt pas, Dieu sera avec nous dans cette juste cause, vive la Belgique indépendante. Et là, même les socialistes qui en 1910 l'avaient chahuté, parce qu'ils étaient républicains par doctrine, eh bien c'est fini. Tout le monde applaudit. Ah, du côté des conservateurs, non seulement on applaudit, mais on pleure. Et du côté de la gauche, eh bien, on applaudit à tout rompre. Et on voit que par ce discours, il a fait une union sacrée. Il n'y a plus de dissension entre les catholiques au pouvoir, les libéraux et les socialistes. Les catholiques n'ont pas tellement envie de prendre toutes les responsabilités, donc ils ont, dès le 3 août et puis le 4 août, nommé 3 ministres d'État de l'opposition. Comme ça, on a un gouvernement d'union sacrée non officielle. 2 libéraux et 1 socialiste, le socialiste étant évidemment Emile van der Velde. Et puis, il se porte directement à la tête de ses troupes. Donc, il quitte le Parlement pour se porter à la tête de ses troupes à Louvain. Et là, le 5 août, il prononce son grand discours à l'armée de la nation, qui va aussi être très, très, très marquant, puisqu'il dit « Flamands, souvenez-vous de la bataille des éperons d'or, et vous, Wallons de Liège, qui aujourd'hui êtes à l'honneur des 600 franchimontois. Nous nous battons pour nos foyers menacés, etc., etc., etc. » Et donc, la réaction du roi est complètement en phase avec l'indignation populaire. Le peuple, il ne s'attendait pas, on croyait que notre neutralité, c'était un véritable talisman, que ça allait nous protéger de toute guerre. On avait quand même échappé en 1870 à la guerre franco-prussienne. Donc c'était magnifique. Et puis là, tout à coup, ben non. Et on nous traite n'importe comment. On nous traite comme un peuple qui est censé n'avoir aucun honneur. Et qui nous traite comme ça, un grand voisin qu'on admire, qui fait un peu peur, mais avec lesquels on a énormément de contacts économiques et scientifiques. Beaucoup plus qu'avec la France. Beaucoup, beaucoup plus. La France, ultra anticléricale depuis 1905, avec les lois Combes, et qui a mis des barrières douanières, eh bien, du coup, nous, on est plus tournés vers la... Et dire, mais c'est eux qui nous trahissent. Et donc, il y a une indignation populaire qui se sent rejoindre, donc il y a une fusion entre les discours du roi et ce que ressent la population. Donc, c'est la déferlante qui s'abat. Donc ça, je fais vite parce que ce n'est pas le roi Albert. Mais donc, il va faire tous ces massacres de civils sous prétexte qu'il y a des francs-tireurs. Il n'y a pas de francs-tireurs. Mais bon, voilà, peu importe. Donc, on légitime tous ces massacres. Il s'agit de semer la terreur, de se venger aussi d'un peuple qu'on méprise. Parce que dans l'Allemagne nationaliste
de la Première Guerre mondiale, il y a ces idées de la nation être biologique pure. Et donc, la Belgique, ce n'est pas une vraie nation, c'est des êtres hybrides. Il y a même des Flamands qui couchent avec des Wallons et des Wallons qui couchent avec des Flamandes. Ah, mon Dieu, et Bruxelles, qu'est-ce qu'on en fait Donc, quand on méprise, non, ouais, d'accord, on le dit en riant, mais quand on méprise, c'est plus facile de tuer. C'est toujours plus facile. Et donc, l'armée, eh bien, elle tient d'une manière absolument extraordinaire. Mais nous n'allons que de défaite en défaite, hein. Parce qu'on en a fait des victoires, des machins, ça c'est les grands trucs, la défense de Liège. Ben, c'est vrai, c'est fort à la mot, les gars. Il faudrait faire un film. Hein. Non, la défense de Loncin, c'est incroyable. Donc, mais la défense de Loncin, c'est 10 jours. Mais c'est déjà extraordinaire. Les Allemands, ils croyaient qu'ils allaient passer comme ça. Et là, pendant 10 jours, ils s'ennuient. Et leur plan, leurs prévisions, là, qui prennent du retard, c'est quand même assez stressant. Et ils doivent faire venir leur grosse Bertha et les Skoda 350, bah, alors que leur canon habituel, normalement, aurait dû réduire ces petits Belges au silence. Eh ben non. Et tout de suite, les nouvelles sont portées. L'Angleterre, qui était empêtrée dans ses histoires avec les Irlandais, n'avait pas une position très nette. La France, bah, elle se méfiait de la Belgique qui était trop tournée avec un roi allemand qui épousait une Allemande et qui sont cathos, enfin bref, certainement qui sont germanophiles. Donc voilà, bah, la même chose du côté des Allemands, hein, qui trouvaient qu'on était trop francophiles. Hein. Être neutre dans une situation en tension, c'est très difficile. Hein. Donc on était chaque fois soupçonnés des deux côtés. Mais la défense de Liège... c'est une merveille. C'est de là qu'émerge l'image propagée dans le monde entier par la extrêmement puissante propagande britannique, hein, dans tout l'Empire, la poor and gallant little Belgium. Waouh! Et là, waouh, c'est pas juste du pipeau, hein, c'est des milliers de jeunes Britanniques qui vont s'engager volontaires dans les Pale Battalions parce qu'ils veulent participer à cette juste cause. Un petit pays neutre, innocent, il faut sauver la civilisation, l'humanité toute entière. C'est une véritable croisade. Contre le mal, l'antéchrist, qui est évidemment l'ennemi qui par ailleurs nous ennuie parce qu'ils sont un peu trop forts, ils sont un peu... Mais bon, mais ça, on dit pas. Et du coup, et en France, oh, quoi? Les petits Belges, est-ce qu'on dit les petits laitons? Ils sont moins nombreux que nous. Hein, ça date de 14-18. Les petits Belges, petits. Eh bien, ils ont été grandioses. Et alors, chose extraordinaire, on n'a pas de smartphone ni rien du tout. C'est bouche à oreille. Hein. À Paris, les garçons de café, une traînée de poudre, tous les cafés de Paris, en quelques heures, barrent le café viennois, c'est l'ennemi, l'Autriche. Et font naître le café liégeois. C'est exactement la même chose. Oui, ça, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, la figure du roi cristallise le vécu du peuple belge. Et un vécu très dur, parce que c'est vraiment une vague de violence absolument extraordinaire. L'effort... Bon, ils mettent 10 jours pour comprendre comment réduire l'effort Brie-Almont au silence. Sur Namur, on tient 4 jours parce que là, ils ont compris la technique. Pouf! Donc, 3e armée se replie, 4e armée se replie sur Anvers. Alors, les Français, évidemment, je les aime bien, mais disons que... Enfin, voilà. Donc, la victoire de la Marne, qui n'est pas du tout une victoire, qui est juste l'arrêt de l'avancée de l'ennemi, qui est le début de 4 années de misère dans les tranchées. Moi, je n'appelle pas ça une victoire. Mais en français, de France, ça s'appelle une victoire. Et ils ont dit, Liège, c'est grâce à Liège. Grâce à la défense héroïque de Liège. Ils vont d'ailleurs donner la Légion d'honneur. C'est la première ville
hors de France au monde qui a reçu la Légion d'honneur. Hein, et donc on magnifie Liège. Mais c'est pas Liège qui a réussi le miracle de la Marne, où on arrête et on s'enfonce. C'est Anvers. C'est Anvers. Parce que les Belges, toute l'armée belge s'est repliée avec le roi. Donc le roi, il est avec ses troupes. Ils sont sur Anvers. Et les Allemands font le siège d'Anvers. Et à 2 reprises, l'armée belge, à la demande de l'état-major français, fait des sorties pour inquiéter les troupes ennemies. On sait bien qu'on ne va pas gagner, au moins les inquiéter. La ville de Louvain va payer un prix épouvantable à ça, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir le massacre à Louvain. Mais ça met 2 régiments, ça bloque 2 régiments sur Anvers. C'est les 2 régiments qui manquent pour que le plan Schlieffen arrive à prendre Paris en tenaille et qu'ils se font bloquer sur la Marne. Et donc, ce n'est pas du tout Liège, c'est Anvers. Donc ça, c'est pour ceux qui aimaient bien quand on démystifie tout ça. L'armée se replie avec le roi, mais début octobre, on se rend compte que la place imprenable n'est pas si imprenable que ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, fissa, il faut absolument évacuer l'armée de la place forte qui va se faire détruire parce qu'une fois que le front se stabilise sur la Marne, eh bien, les Allemands vont reporter des forces pour réduire Anvers, comme ils ont réduit Liège, comme ils ont réduit Namur, parce que voilà, ça c'est ennuyeux de l'avoir une armée ennemie dans son dos. Donc il faut réduire et il faut moins de forces militaires pour garder un front que pour avancer dans une attaque. Donc ils reportent leurs forces et in extremis, eh bien, mais le problème d'Anvers, c'est quoi? Anvers, c'est quoi comme ville? C'est pas la mer, non, c'est un port, un énorme port international. Mais justement, qui n'est pas sur la mer, sur l'Escaut. Et l'embouchure de l'Escaut, c'est en Hollande. Donc voilà. Mais surtout, il y a l'Escaut, et où est la ville d'Anvers? Quand vous avez Liège, vous avez la Meuse et vous avez Liège. Et la Meuse, elle passe au milieu. Anvers, par rapport à l'Escaut, elle est où? Il y a l'Escaut et Anvers est à côté de l'Escaut, enfin sur les bords de l'Escaut. Et il n'y a pas de pont. À l'heure actuelle toujours, il n'y a pas de pont. On peut maintenant passer par en dessous. On a des grands escalators sous terre, et puis on remonte. Il n'y a pas de pont. Mais comment est-ce qu'on fait pour quitter Anvers sans pont? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pont? Justement, c'est un port gigantesque au plan international. Donc ce sont des bateaux énormes qui doivent passer. Donc si on doit faire un pont, il faut que ça puisse laisser passer les bateaux. Et donc votre pont, il va monter jusqu'au ciel et puis redescendre. Donc c'est pas top non plus. Donc voilà, il n'y a pas de pont. Et jusqu'à l'heure actuelle, c'est toujours un truc en débat chez les Anversois. Et donc il faut évacuer toute une armée sans pont. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Des ponts flottants avec des barges qu'on va mettre ficeler un peu n'importe comment. Et donc sur ce truc, toute l'armée va passer. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Alors d'abord, le roi, il se dit, tiens, Ostende, ça me dit quelque chose, mon oncle aimait bien. Et puis on continue, on recule, mais on ne fait que reculer. Alors au plan international, maintenant, nous sommes un peuple héroïque. Les Néo-Zélandais découvrent que les Belges existent. Et on a tout de suite une aura extraordinaire. Poor and gallant little Belgium, ok. Mais sauf qu'en fait, on fait que reculer. On a magnifié Liège, on a moins magnifié, mais on aurait pu magnifier Anvers. Mais on fait que reculer. Et donc, le général Foch va voir le roi Albert et... pardon, pas Foch. Joffre va voir le roi Albert et lui supplie en disant « Maintenant, tu arrêtes de reculer. C'est pas possible, il faut arrêter. » Et il est d'accord. Et le 25 octobre, il donne l'ordre de s'arrêter. Et on est sur l'Isère. Tout qui recule sera fusillé. C'est ça un ordre de ne plus reculer. Il faut être clair.
On n'est pas dans un pays de bisounours, on est en pleine guerre. Donc l'ordre de ne plus reculer. Il y en a quelques-uns qui vont se faire tuer, hein, on a fait des grands cas. La plupart, c'est justement en 1914, hein, les fameux fusillés pour l'exemple. On a fait beaucoup de choses là-dessus qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, mais c'est pas grave. Mais la plupart, en fait, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire, non, on arrête de reculer. Et on réinvente le fil à couper le beurre, parce que, je dis ça, parce que vraiment, on avait complètement oublié, et ce sont des ingénieurs, l'éclusier, le batelier, qui vont avoir l'idée, mais qu'on avait déjà eu toute une série de fois au Moyen-Âge et pendant les temps modernes, pour arrêter l'envahisseur d'inonder la plaine de l'Isère. Ça, ce sera l'inondation miraculeuse. Fin octobre, début novembre, la guerre de mouvement est terminée. Presque tout le pays est occupé, le front belge tient, et le roi va maintenir contre la vice-ministre fictivement la neutralité. On ne renonce pas, parce que plein de ces ministres disent bah, maintenant on est potes avec les alliés, on est les alliés des alliés. Et il lui a dit jamais. Les alliés ne sont pas nos alliés, ils sont nos garants. Nous, on a prouvé qu'on a fait tout notre devoir, même plus que notre devoir, et nous n'avons pas d'autre intérêt que de récupérer notre indépendance et de ne rien avoir à faire avec ce conflit. C'est tout ce qu'on demande. Bon, après, on demandera un peu plus, hein, mais, parce que ça dure. Mais au départ, c'est ça. Et donc, il dit, je maintiens cette neutralité. Elle existe. Dans les faits, ben non, évidemment, dans les faits, elle n'existe plus. Mais en droit, elle continue à exister. Ça lui a permis de garder la main sur sa propre armée. Résultat des courses, pas pour rien qu'il est adoré, parce que, voilà, explosion le 4 août, mais ça pourrait partir en cacahuète. Et là, non, pas du tout, ça va se renforcer pendant les 4 années de guerre. Le roi soldat, c'est pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a dit, je garde la main sur mon armée, je ne crois pas dans les grandes offensives alliées, qui sont, alors, a posteriori, on ne peut que lui donner raison. Hein, la bataille de Verdun, c'est une boucherie. Le chemin des Dames, c'est une boucherie. La bataille de la Somme, c'est une boucherie. Et pire que tout, la bataille de Passchendaele, en 1917, c'est une boucherie. Et lui, il dit non. Si bien qu'il est adulé par la propagande, on a besoin de sa figure. Ça positionne quand même dans une stature morale la Grande-Bretagne qui est entrée en guerre pour sauver un petit pays innocent. C'est pas mal. Donc, ils en ont besoin au niveau de la propagande. Mais au sein des états-majors, c'est monsieur non, hein? Ah non, je ne le sens pas là. Non? Mais résultat des courses, ça a un effet tout à fait concret. D'abord, on ne peut pas lui donner tort, toutes ces grandes offensives ont été des désastres. Hein, c'est vraiment l'image de la guerre absurde. C'est ça, c'est des généraux qui envoient, comme le général Haig, mais ce gars, il mérite un tribunal de guerre, hein, c'est un criminel de guerre ce gars. Il envoie des vagues et des vagues, les Australiens pour commencer, les Canadiens ensuite, et hop, ils sont tous laminés. Ça fait quand même 1,5 million de morts. Moitié britannique, moitié de l'Empire britannique, moitié de l'Empire allemand. Et tout ça, quoi, pour quelques mètres qu'on va perdre quelques mois plus tard, ou 2-3 kilomètres qu'on va perdre juste après. Et donc le roi, il dit non, moi je ne crois pas à ça. Et il dit sincèrement, écoutez, rien que la bataille de Verdun, c'est 300 000 morts. Mais toute mon armée, c'est 300 000 hommes. Donc je ne peux pas me permettre de participer à ça. Et puis, autre argument, vous savez, quand ils attaquent sur Passchendaele, hein, qui est dans la région de Ypres, nous, qu'est-ce qu'on tient? Le roi, qu'est-ce qu'il tient avec son armée? C'est de Nieuport à Dixmude, trentaine de kilomètres. Il dit oui, mais quand ils tapent sur Ypres, vous croyez vraiment que les canons se disent ah, là, c'est les Belges et là, c'est la relève britannique et donc on va s'arrêter? Ben non, évidemment qu'on se prend les pruneaux. Donc, non, on va... Résultat des courses. Je vous laisse faire le calcul mental vous-même. Mais il est adoré par ces hommes parce qu'il est le seul chef d'État et chef d'armée à être resté pendant toute la durée de la guerre auprès de ces hommes. Il est à la panne et tous les jours, il visite les tranchées, y compris en première ligne. Hein, la première image que j'avais, c'est le boyau de la mort. Donc ça, c'est vraiment la toute première ligne. Donc il y va tout le temps.
tout le temps, tout le temps. Et donc les hommes, ils l'adorent. C'est un gars qui les respecte, qui écoute leurs doléances, qui fait venir, avec l'aide de sa femme d'ailleurs, qui fait venir des instruments de musique, des jeux de cartes, des cigarettes, des livres en néerlandais, etc. etc. Donc il a une proximité. Mais en plus, les hommes savent très bien qu'il vaut mieux se battre dans l'armée belge que dans les autres armées. Parce que si on prend, vous faites le calcul, moi je ne le fais pas, je crois qu'il y a des gens qui calculent très vite. Alors, la France, 40 millions d'habitants. Les pertes de soldats, 1 400 000 hommes de morts. 1 400 000 hommes. Donc vous voyez, voilà. L'Allemagne, 60 millions d'habitants. 1 800 000 morts. La Belgique, 7,5 millions d'habitants, entre 30 et 40 000 morts. On n'est pas dans la même cour, les gars. Le soldat belge, il a quand même beaucoup, beaucoup plus de chances de survivre que les autres. Et ça, c'est grâce au roi, qui a refusé de se faire intégrer. Et ce n'est qu'en septembre 1918, donc là, il y a une proximité, et il va sentir, il y va tout le temps dans les tranchées. Alors, on a toutes des images où il prend son fusil, ça c'est rien du tout, c'est pas du tout vrai. Mais il va vraiment les visiter, leur parler. Et lui qui trouvait avant-guerre que la démocratie, il avait fait un voyage aux États-Unis. Ici, on parle les luttes pour le suffrage universel, etc. Et lui, au début du XXe siècle, il va aux États-Unis et il est outré par la vulgarité de la démocratie. La vulgarité. Donc il n'est pas du tout pour le suffrage universel au départ. Il change complètement d'avis. Les Belges lui doivent le suffrage universel masculin. Parce que ce qu'il a compris dans les tranchées, c'est que l'égalité dans la souffrance et dans la mort créait l'égalité des droits. Qu'on ne peut pas demander à des hommes de risquer leur peau pour la patrie et puis de leur dire, c'est bien, rentrez chez vous, mais vous n'avez pas de droit politique. C'est pas possible. Et donc lui, il sent, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un grand intellectuel qui va penser, il sent. Et il trouve que les États-Unis, c'est vulgaire. Et par contre, quand il fait l'expérience des tranchées, il dit, c'est une évidence. Il y a des revendications qu'il va faire siennes. Et donc il est adoré, à juste titre, et donc voilà, pour dire les mythes. Mais moi je comprends ces gars qui l'ont adoré. On a des carnets, le carnet du soldat Grolot, c'est génial, qui est conservé à Marimont, au musée de Marimont. Alors le soldat Grolot, il raconte toute sa guerre par le menu détail, c'est le carnet intime du soldat, et il parle à 3 moments seulement du roi. Au tout début de la guerre, il dit « Oh, on en fait tout un foin de ce roi dans la guerre de mouvement. Un soldat, il ne comprend rien. On lui donne des ordres, tu marches par là, puis tu fais demi-tour, tu marches par là. Et on ne comprend pas très bien les stratégies. On est sur le terrain. C'est un peu comme Fabrice Del Dongo à Waterloo, si vous lisez Stendhal. Et donc il ne comprend pas grand-chose, mais il fait des marches, il ne voit pas l'ennemi, et puis tout à coup, il y a un coup de feu, et puis de nouveau, il ne voit pas l'ennemi, et donc il se dit, mais pourquoi est-ce qu'on me fait aller par là? Et puis il a mal aux pieds, il dit, ouais, mais attends, alors ce roi, on en fait, mais moi, si je le vois, je vais lui demander qu'il me paye une nouvelle paire de godasses, c'est tout. Bon, puis il continue sa petite guerre, on est dans les tranchées, des années plus tard, et il dit, le roi est venu nous voir au boyau de la mort. Quel gars! Il nous a fait peur, il est tellement grand et il ne se baisse pas. Il aurait pu être tué et tout ça pour être avec nous. Respect. Ah, ok. Donc vous voyez, c'est quand même du vécu, c'est pas juste, oh, on en a fait, on a manipulé la population. Non, pas du tout. Et puis à la fin de la guerre, il s'est bien idéologisé parce qu'effectivement, la souffrance dans la guerre, elle a fait émerger des idéaux et surtout le droit à des idéaux, alors, et de sentiments de fracture sociale. Nous, c'est toujours les petits qu'on se proche. Nous, on nous met comme fantassins dans les tranchées parce qu'on est des ouvriers de serein.
ou de Senef, ou de, je sais pas, du côté flamand, il y aura ça, mais on va le mettre en termes linguistiques. Et c'est la même chose, parce que le problème linguistique se couple sur le problème social. Et donc, notre soldat Grolot, qui est un Wallon, eh bien, il se politise vachement à gauche. Il veut le suffrage universel, il veut plus d'égalité, il déteste les embusqués. Il est pour la République. Et il écrit « Je suis pour la République. Le roi, en tant qu'institution, je ne peux pas l'admettre. Mais en tant qu'homme, je voudrais qu'il soit notre premier président. » Voilà. Donc, il sort de là avec une gloire méritée. Pas une gloire de foudre de guerre, une gloire d'avoir été proche de ses soldats et d'avoir protégé leur vie. Et ce n'est qu'en septembre 1918 qu'il accepte d'intégrer les forces interalliées, c'est le moment interallié, parce que ça passe ou ça casse. On est au bord de l'épuisement. Et l'Allemagne a lancé une offensive, l'offensive du printemps, où elle lance toutes ses forces, elle est libérée sur le front Est, puisque la Russie bolchevique a signé une paix, et donc elle reporte ses forces de l'Est pour essayer de l'emporter à l'Ouest, et pour la première fois, les opérations Michaelis et autres vont enfoncer le front de l'Ouest sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et les Alliés, pau, parce que les Alliés, ils ne s'aiment pas, hein. Attention, on s'est battu, etc., mais entre les Français et les Britanniques, hein, c'est un panier de crabes. Mais là, c'est le moment interallié, il faut qu'on se coordonne, et on donne le pouvoir de coordination au généralissime Foch, un Français, qui va coordonner toutes les opérations, qu'elles soient forces britanniques, françaises ou belges. Et Albert, le roi Albert, accepte de prendre le commandement du corps d'armée interallié des Flandres. Et là, de nouveau, on va payer un lourd tribut. En fait, les pertes, plus ou moins 40 000. Un tiers pendant la guerre de mouvement, août-novembre 14. Un tiers, septembre-novembre 18. Donc c'est chaque fois les guerres de mouvement où on va payer très, très, très cher. Et un tiers, c'est toute la durée de la guerre des tranchées. Pour dire que sa protection a été efficace. Et là, eh bien, c'est la victoire. Ce n'est plus seulement le roi soldat, c'est aussi le roi vainqueur. Et donc, il est perçu comme étant la personnification de l'âme belge qui a résisté à l'ignominie, qui a résisté à l'agresseur pour le droit, pour l'honneur, et qui a prouvé, qui incarne à lui tout seul la glorieuse petite Belgique. Et c'est comme ça qu'on le perçoit. C'est ça qui fait sens pour les Belges. Alors, par ailleurs, il a essayé de négocier, il a envoyé son beau-frère, le comte Turing, pour voir en Allemagne qu'est-ce qu'il y avait moyen de faire pour essayer, non pas d'avoir une guerre de statu quo antebellum, ça il savait bien que non, mais quand des historiens ont découvert ça, ils croyaient, non, David contre Goliath, ils disaient « Oh, mais attends, non, c'est pas vrai ». Mais non, les Français aussi, hein, ils tiennent sur le front, mais ils négocient à Genève. Hein. Il y a des hôtels où il y a une chambre pour les Allemands, une chambre pour les Français, parce qu'ils ne veulent pas se rencontrer. Et puis il y a des Suisses qui font les deux chambres. Je ne sais pas comment ça se passe là à Riyad pour le moment, mais enfin ça doit être à peu près comme ça. Et donc cette image, elle va perdurer après la guerre. Désormais, l'attente du peuple belge vis-à-vis du roi et de sa famille, hein, c'est d'incarner cette âme belge, cette fierté d'être belge, à travers une proximité dans la joie et dans les souffrances. Et donc, dès qu'il y a un cataclysme, eh bien, nos souverains sont priés de mettre leurs bottes, leurs loden et aller parler aux gens. Pour nous, c'est naturel, c'est ce que doit faire un roi. Mais c'est Albert Ier et Élisabeth qui ont inventé ça. Ils ont tellement bien... Attendez, je suis peut-être trop longue, hein, vous me coupez quand c'est fini, quand vous estimez que c'est... Mais ils ont tellement bien fait que Nicolas II et la tsarine se sont dit, en Russie, à la même époque, nom d'un pétard, est-ce qu'on ne les copierait pas, hein, on aimerait bien avoir une telle popularité. Et donc la tsarine, eh bien, elle a fait comme la reine Élisabeth,
elle s'est mise en vêtements tout simples, avec un petit truc d'infirmière, un petit peu, pour aller tenir le bras des blessés, voire prendre de leurs nouvelles, etc. Mais nous sommes un pays en voie de démocratisation. Donc c'est aussi pour... Dans quel contexte émergent des personnages aussi forts pour les gens, forts pour les gens? Parce que nous étions un pays qui allait vers la démocratie. On avait déjà le suffrage universel tempéré par le vote plural. Donc on allait vers ça. Et donc ça marche. Mais alors la tsarine, elle, par contre, elle se ramasse une baffe. Parce que les soldats, ils sont déçus. Elle ressemble à madame n'importe qui. Oh, qu'est-ce qu'on est déçus. Et ça, c'est la tsarine. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Parce qu'on est dans un contexte de pays autoritaire, où la monarchie, elle est mise en dehors de l'humanité. Et donc, ils sont déçus quand ils voient que, ben non, ce sont des gens normaux, avec 2 yeux, 2 nez, non, un nez, voilà. 2 oreilles, voilà. Donc, il a quand même inspiré des gens. Mais eh bien, cette image, elle va perdurer et elle va se transmettre au fil des règnes. Et je crois qu'on en a encore quelque chose. Nous attendons de notre famille royale de se faire proche dans la joie, dans la souffrance. La joie, c'est quand on gagne un match de foot, quand on va très loin dans la compète, à un moment donné, il faut qu'il y ait au moins un membre de la famille royale qui dise « on y est ». Ça, c'est dans la joie. Puis dans la souffrance, c'est d'être là face aux catastrophes, et que ce soit Léopold III, que ce soit Baudouin, que ce soit Albert II, et que ce soit aujourd'hui Philippe, ils le font. Bon, eh bien, c'est dans cette période-là que ça a été structuré, et à travers une histoire particulièrement dramatique, qui est celle de la Belgique dans la Première Guerre mondiale. Et symboliquement, cette guerre, elle se clôture le 22 novembre 1918, avec le retour triomphal du roi, à cheval, sur son cheval blanc, la reine, et le peuple découvre le nouvel uniforme belge, uniforme kaki et cascadrillant. Les Belges, ils étaient occupés, donc ils étaient coupés. Ils avaient encore dans leur imaginaire l'uniforme de 14. Mais non, tous les uniformes. Et les soldats professionnels, ils n'ont pas du tout aimé. Ils disent, mais on est comme de la boue. On se cache, oui, c'est le début du camouflage et tout. Mais eux, ils avaient embrassé une carrière militaire pour la gloire militaire. On meurt sabre au clair, sous le soleil, avec du sang mâle qui coule. Ah, ça c'est bien. Le sang des femmes, ça c'est autre chose. Et puis là, non, et les soldats, les conscrits, eux, ils adoptent en disant si ça peut me sauver la vie d'avoir un uniforme comme ça, je prends. Et puis là, ils arrivent triomphalement en kaki. Et les militaires vont voir dans les yeux de la population, mais alors c'est encore plus délirant que ou 14, c'est la victoire. Donc c'est des centaines de milliers de gens sur le parcours qui sont en train de hurler, etc. Et ils se rendent compte que le kaki, c'est la plus belle couleur du monde. Et donc, on va garder cette couleur-là. Voilà. On a failli même l'opter pour les uniformes d'apparat. C'est simplement parce qu'il y a eu 2 modèles bleus et un seul modèle kaki. Et le modèle kaki n'a pas réussi à être au-dessus des 2 autres. Mais il était plus que... Voilà. Donc, il arrive. Et vraiment, on clôture symboliquement cette guerre puisqu'il traverse Bruxelles de manière très symbolique. Lui et tout son état-major, mais ils ne sont pas idiots. La symbolique, nous sommes des êtres symboliques, des êtres de rite. On a besoin de ça pour être humain. Et donc, il fait tout un parcours où il entre par Molenbeek. Et c'est un parcours qui est censé vraiment purifier la ville de la salissure de l'occupation, symboliquement. Ce n'est pas pour rien qu'il choisit d'entrer par Molenbeek. Parce que son discours, ça va être un discours très progressiste. Très, très, très progressiste. Il se retrouve de nouveau devant les chambres réunies au Palais de la Nation. Et chose incroyable quand on pense à la question royale, il se présente non pas en tant que chef d'État. Le chef d'État ne vient pas souvent, mais il vient de temps en temps au Parlement.
Pas très souvent, mais il vient de temps en temps. Non, ce n'est pas en tant que chef d'État, c'est en tant que chef d'armée. Et ça, jamais personne ne l'a fait. Jamais. Un chef d'armée ne vient pas devant les chambres réunies. Ça ne se fait pas. C'est déjà pour dire que comme son fils, il va hériter de ça. Pour lui, il va être protégé par de Broqueville, son chef de cabinet, qui va tout contresigner. Mais pour lui, Léopold Ier, Léopold II, tous, hein, il est chef d'État, il a besoin d'un contre-saint ministériel, et chef d'armée en guerre, il n'en a pas besoin. C'est son interprétation. C'est la racine de la question royale. Simplement, lui, c'est un roi vainqueur et c'est une idole. Donc, il ne va pas payer le moindre truc. Hein. Juste une petite dispute avec Charles de Broqueville, mais c'est tout. Et il arrive donc devant les chambres réunies et il dit « Messieurs, bah oui, il n'y avait pas de femmes à cette époque-là, messieurs, je suis venu vous apporter le salut de l'armée. » Ok, comme historien, on se dit « Wow !» Et surtout quand on connaît la suite, on dit « Ah, au secours !» Et il y a deux parties dans son discours. Une première partie, de nouveau, il sent les choses. Il va rendre hommage aux gens dont le peuple veut qu'on se souvienne. Il rejoint vraiment son peuple. Après ça, on va voir les politiques qui vont faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez me poser des questions, je ne vais pas entrer dans les trucs, mais les politiques, ils ne vont rien comprendre. Et ils vont jouer avec des symboliques qui ne sont pas en phase avec les sentiments de la population générale. Lui, il est complètement en phase. Et dit, je reviens à travers nos campagnes et nos villes libérées et je me présente devant vous. Je veux rendre hommage à ceux... Alors, il rend hommage. Premier des héros, les soldats morts. Bon. Ça coûte moins cher que les soldats vivants. Les soldats morts, sacrifiés. Il remercie son armée, les soldats vivants. Il remercie parce qu'il faut bien, parce qu'il ne les aime pas tellement que ça, et pendant toute la guerre, c'était quand même difficile, les Alliés. Et là, toute la salle se lève. Parce que si lui, il est un peu mal avec les Alliés, par contre, les Belges, ils adorent les Alliés. Hein, donc là, il sait qu'il doit les remercier. Et ben oui, il doit les remercier. Tous les parlementaires se lèvent pour applaudir. Et puis, il n'oublie pas les civils. Il n'oublie pas les civils. Hommage à ceux qui ont été massacrés sauvagement en août 14. Toute la salle se lève. C'est le grand traumatisme des Belges. Cette invasion d'août 14 et ces massacres de civils innocents. Ceux qui sont morts dans les fils électriques barbelés entre la Belgique et la Hollande parce que l'occupant allemand en avait marre que ça soit une frontière passoire. La Hollande était restée neutre et donc c'était par là qu'on pouvait passer. On ne peut pas traverser les tranchées, c'est impossible. Aller en Allemagne, ça n'intéressait plus personne. Et donc c'était par la Hollande. Et donc en 1915, ils en ont assez et ils font une frontière électrifiée avec un voltage mortel. Et donc, c'est des centaines de Belges qui vont mourir là-dedans. On n'a pas les chiffres exacts, mais on doit être bien dans le millier. Ceux qui sont morts dans les camps de concentration, ah oui, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il y a déjà des camps de concentration. Des déportations forcées de travailleurs qui sont morts dans les camps de travail. Les résistants, qu'on n'appelait pas les résistants, qu'on appelait les patriotes. Il y en a quand même 300 qui ont été fusillés. Plus de 300 qui ont été fusillés pour Gabriel Petit, Philippe Beauque, Edith Cavell, enfin tout ça, Louis Bril, on peut les présenter. Et donc, ils n'oublient personne, sauf les exilés. Ouais. Les exilés, ça, tout le monde les a oubliés. Il y a quand même un demi-million de Belges qui va vivre en exil, comme réfugiés, et qui vont travailler, mais comme des fous pour l'effort de guerre allié. Et donc, ils ne sont pas tous rigolés, mais on a l'impression que ils n'ont pas participé au martyre national, et voilà, et donc on les oublie un peu. Et donc il reconnaît. Et puis, la deuxième partie, c'est un véritable programme politique, où il annonce le suffrage universel pour les hommes, à partir de 21 ans, immédiat. C'est anticonstitutionnel. C'est pas grave. De toute façon, on est dans une situation impossible. Puisqu'on n'a pas... C'était la guerre. Comme quand Poutine dit Zelensky, t'es pas légal
Il faudrait faire organiser des nouvelles élections, imbécile. Non, nous, on n'a pas eu d'élection. Donc, les parlementaires, ils sont plus tout à fait légaux, hein. Mais c'est une situation impossible. Et le roi, à l'OPEM, il a bien profité de ça pour faire passer ces trucs. Tellement il est convaincu que si on veut la paix sociale, cette guerre, c'est des souffrances inouïes offertes par tout le monde. Tout le monde. On est dans des cercles de deuil infinis. L'affaire de l'OPEM, c'est juste avant d'arriver à Bruxelles, il s'est arrêté au château de l'OPEM près de Bruges et il a reçu des émissaires. D'abord, il a toutes les cartes en main parce que Koreman, qui était le chef du gouvernement, avait dit qu'il était d'accord de remplacer de Brockville seulement jusqu'à la victoire et qu'à la victoire, eh bien, ce serait terminé. Donc, juste après l'armistice, le 13 novembre, il démissionne. Et donc, le roi, c'est le moment où le roi a le plus de pouvoir. Donc, il consulte non seulement ses ministres qui ont été pendant toute la guerre au Havre, mais il fait venir des émissaires du pays occupé pour sentir un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé en pays occupé? Quel est l'état d'esprit? Et certains, les conservateurs qui vont évidemment pas avaler la démocratisation de la Belgique, vont inventer une légende comme quoi on lui avait fait peur en disant que la monarchie était en danger, que le drapeau rouge flottait à Bruxelles. Non, c'est... Bon, on en reparlera, c'est une révolution entre Allemands et ils sont en train de se casser la gueule et les Bruxellois se tairent. Donc au moment du 11 novembre, chez nous, ce n'est pas la super grande fête, hein. Il y a encore plein de boches dans les rues et qui en plus se disputent. Et alors il y a quelques Bruxellois qui seront cette fois-ci de vrais dommages collatéraux. Et donc le roi, eh bien, va être au courant de tout ça. Et les émissaires n'exagèrent absolument rien. Les historiens ont pu montrer que le tableau dressé par les membres du Comité national de secours et d'alimentation, Édouard Rancel, etc., par le marquis de Villalobar et autres, c'est tout à fait nickel. Donc on ne lui a pas fait peur. C'est lui qui est persuadé, et il le dit dans son discours, l'égalité dans la souffrance a créé l'égalité des droits politiques. Et donc il négocie. Il négocie avec tous les trois partis principaux, d'accorder immédiatement, sans le passage long, normalement il faut faire des élections pour des chambres constituantes qui elles-mêmes vont décider, blablabla. Ça nous remettait à plusieurs années. Et donc il s'est dit non, les hommes qui reviennent du front, ils doivent avoir le suffrage universel, mais tout de suite. Et donc il va négocier ça avec les trois partis. Et évidemment, du côté des catholiques, il ne demande pas à Charles Wust de venir à l'OPEM. Lui, c'est vraiment le catholique de très à droite. Vraiment. Non, il demande plutôt à Léon Delacroix, qui sera le premier ministre de Belgique. Avant ça, on appelait ça chef du gouvernement. Mais le titre de Premier ministre, c'est lui. Et lui, c'est un catho convaincu, généreux, qui a fait ses études à l'ULB. Donc pas mal quand même, hein. Voilà. Et donc il négocie avec ce genre de personnages. Des gens qui ont réussi à travailler ensemble malgré leurs différences idéologiques sous l'occupation. On ne s'imagine pas le renouvellement de la classe politique au lendemain de la Première Guerre mondiale. Hein. C'est colossal. Il n'y a pas eu ça après la Deuxième Guerre, pas du tout. Mais après la Première, oui. Et donc il réussit à faire passer le suffrage universel masculin. Alors, pourquoi... J'ai encore 2 minutes ? Oui. Pourquoi masculin ? Les catholiques conservateurs, dans les négociations, ont dit si c'est le suffrage universel, alors c'est pour tout le monde, et aussi les femmes. Hein, et les socialistes qui avaient mis à leur programme le suffrage universel pour toute l'humanité, tout à coup sont un peu frileux. En fait, pour les hommes, c'est déjà bien. Hein. Et en fait, c'est très drôle parce que les catholiques conservateurs et les socialistes font la même analyse parfaitement erronée des femmes. Pourquoi est-ce que les catholiques se disent mais si on donne le suffrage universel, c'est pour tout le monde?
Parce que les femmes, elles vont voter comme le curé l'a dit. Les femmes, c'est religieux, tout ça. Puis c'est un peu naïf et tout ça. Donc elle va demander au curé comment il faut voter. Ça sera bon pour le parti catholique. Et les socialistes se disent, mais oui, les femmes, elles sont un peu religieuses, tout ça. Elles vont être soumises à l'influence de l'Église. Donc on va peut-être un petit peu freiner de ce côté-là, même si au plan intellectuel, ce serait quand même bien, etc. C'est bête parce que, en fait, elles vont quand même avoir le droit de suffrage au communal. Et tout de suite, on est les femmes de l'époque. Tout de suite, on voit que l'analyse est fausse. Les femmes ne votent absolument pas en 1920, 21, 22, 23. Elles ne votent pas comme le curé a demandé qu'on vote. Elles votent la même chose que le mari. Donc, on aurait pu leur donner le suffrage universel, ça n'aurait rien changé. Et puis maintenant, évidemment, ça change. Mais, ouais, il faut toute la libération de la femme. Mais donc voilà, il y avait une analyse qui n'était pas. Alors, dans l'après-guerre, eh bien, c'est l'image du roi soldat qui domine, hein, qui reste l'image dominante. On le voit lors du centenaire. Hein. Le roi alimente aussi cette image, pas de manière machiavélique. Hein. Il va alimenter parce que spontanément, il veut correspondre aux attentes des gens. Et quand il faut visiter toutes les régions sinistrées, ben, il ne va pas venir en habit civil. Non, il vient avec son manteau de général en campagne. C'est ça qui fait plaisir aux gens. Ils n'ont absolument pas envie de voir un roi en civil. Ils veulent voir le roi soldat. Et donc il le fait. Il va aussi évidemment au soldat inconnu. Hein, c'est lui qui va... Il y a eu très peu de discours. Hein, il n'y a pas de discours normalement le 11 novembre devant le soldat inconnu. Il n'y a pas de discours. Sauf en 1922, ça c'est l'inhumation du soldat inconnu, et puis en 1968 et en 2018. Donc il alimente cette image, mais pas par calcul médiatique. On voit qu'il est extrêmement populaire et que c'est la figure du roi soldat qui est toujours prégnante lors du centenaire de la Belgique en 1930. Il y a un grand défilé le 20 juillet, un énorme défilé d'anciens combattants qui est inauguré par les mutilés de guerre et puis tous les autres. Et il y avait eu 2 appels dans la presse à boycotter ce défilé. C'était d'une part les socialistes qui disaient ça va être un truc militariste, surtout n'y allez pas. Et d'autre part, c'était les ultra-flamingants qui disaient oh, ça va de nouveau être les francophones qui accaparent la Belgique, glorification du roi soldat pour avoir une Belgique francophone, n'y allez pas. Et notamment les VOS, les Vlaamse Oudstrijders, qui est une fédération d'anciens combattants extrêmement puissante. Eh bien, personne n'est entendu. Le 20 juillet 1930, des 4 coins du royaume, on court pour défiler devant leur roi, leur roi. Albert, c'est le roi de tous les Belges, mais surtout, un peu plus quand même, pour ceux des tranchées. Et tous, qu'ils soient flamingants, qu'ils soient wallingants, qu'ils soient belgicains, ils s'en foutent, ils y vont. Et on a des documents très intéressants, parce que la presse flamande de Standaard, le peuple pour les socialistes, on dit, en vrai, on n'a pas été entendu, mais tant mieux parce que se félicitent les socialistes, ça n'était pas une manifestation militariste, c'était une manifestation de mémoire. Et derrière le cortège, on sentait les bataillons de fantômes qui étaient là. Voilà. Très bien. Et du côté flamingant, ben, c'est la même chose. On n'a pas été entendu, mais ce n'était pas France-Quillon, accaparement, c'était vraiment la mémoire de sacrifice de tous les piou-piou, de tous les yas devant leur roi. Donc on voit que jusqu'à la fin de son règne, cette image a été extrêmement importante. Ce qui va lui donner un pouvoir d'intervention publique, notamment dans la crise de 26 ou celle de 33, on s'en fout, on va passer. Et donc, voilà, pour conclure, c'est vraiment une image qui se structure à travers une épreuve majeure qu'est la Première Guerre mondiale, mais qui est en lien avec une société qui est en train de se démocratiser à travers, et qui donc aspire à la proximité entre
les autorités et les dominants et les dominés, et à travers le partage de valeurs familiales. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire? La guerre, oui, elle a renforcé l'identité belge. Au sortir de la guerre, il y a un énorme patriotisme belgicain, mais qui ne va pas durer. Parce que très vite, il y a les revendications flamingandes qui étaient déjà là avant la guerre et qui reviennent au lendemain de la guerre, vont être traités comme si c'était des collabos, on dirait, avec le vocabulaire de la Deuxième Guerre mondiale, de dire « Ah, ben vous êtes des néo-activistes, des flamboches », et donc ça va rendre le dialogue assez difficile. Et donc ceux qui vont glorifier cette Belgique de 14-18, eh bien ce sera souvent des francophones. Et plus les francophones vont valoriser ça, plus les néerlandophones diront « Oui, mais ça, c'est une Belgique qu'on est en train de nous voler ». Voilà, donc ça c'est le grand malentendu, mais il n'empêche dans le cœur, comme cette grande manifestation de 1930 montre que les soldats flamands, ils sont là. Donc l'attachement, il est là, l'image de la monarchie s'est structurée, je crois qu'on en a hérité jusqu'à aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention et de votre patience. Merci infiniment pour cette intense présentation. En tant que très mauvais en histoire, et je voudrais savoir, c'est quoi les revendications flamandes dont vous parlez parfois? Alors, donc, le mouvement flamand, il émerge très tôt dans l'histoire de la Belgique indépendante. Il y a déjà des pétitionnements en 1840 et le manifeste du mouvement flamand, qui a été en grande partie rédigé par Henri Conscience, ça date déjà de 1847. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces revendications très offensives se font dans un cadre belge. C'est au nom de l'unité des Belges qu'on revendique l'égalité culturelle, essentiellement. Et puis ça va se politiser, et en fait, à partir de 1873, puis 1878, 1883, 1889, il y a toute une série de lois qui vont marquer l'avancée du mouvement flamand, parce que le flamand va être autorisé d'abord dans les tribunaux, parce qu'il y a toute une série de scandales dans la presse, notamment l'affaire Couclet-Goethals, qui sont deux ouvriers qui vont être guillotinés par erreur, en fait, et qui sont deux Flamands qui étaient dans le Hainaut et qui n'ont rien compris à leur procès. Et donc ça fait des scandales, donc ça a porté ça. Et donc la première loi, c'est de tolérer le flamand dans les tribunaux, et puis dans l'administration, et enfin dans l'enseignement primaire et secondaire. Tolérer, je dis, parce qu'ils sont assez frustrés. Donc la loi le permet, mais on voit bien qu'il y a une mauvaise volonté et que ça ne se met pas très fort en route. C'est un petit peu par-ci, par-là. Et surtout pour les écoles, c'est vraiment un tout petit peu, parce que toutes les familles, toutes petites bourgeoises, flamandes, elles veulent que leur progéniture grimpe dans la société. Donc ils ne vont pas le mettre dans un enseignement flamand qui est décrié. On va le mettre dans une langue plus noble pour avoir une aura internationale. C'est comme maintenant, les gens les plus eh bien, on va mettre notre fifi en anglais. À l'école européenne, et puis machin. Donc, voilà, c'est toujours comme ça. Si on veut grimper dans la société, il faut avoir la langue dominante. Et c'est clair que pendant longtemps, et c'est pour ça d'ailleurs je ne vais pas m'égarer. Et donc il y a une première, des avancées, mais sur le papier, c'est de réelles avancées, et puis dans la réalité, ça suit qu'un petit peu. Il n'empêche, le mouvement flamand veut encore aller un cran plus loin, et c'est d'avoir une université flamande. Et ça, le cardinal Mercier s'est prononcé en disant « Écoutez les gars, le flamand, lui c'est un wallon, le flamand, pour les primaires, pour apprendre à lire et à écrire, pour les secondaires, ça, c'est assez élémentaire, et moi je suis d'accord, c'est bien qu'on soit avec sa langue, d'autant que c'est même pas les langues maternelles, c'est l'ABN, l'Algemeen Beschaving Nederlands qu'ils doivent apprendre. Donc c'est pas le Ploetevloems.
Hein, ce n'est pas les dialectes des uns et des autres. C'est quand même le néerlandais standard, comme on dirait aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Mais l'université, enfin, ce n'est pas une langue pour penser. Donc, le mouvement flamand ne va pas adorer le cardinal Mercier. Ils vont bien aimer son attitude pendant la Première Guerre mondiale, qui est assez remarquable, mais sinon, pas trop. Et ils n'ont pas cette université. Et donc, pendant la guerre, ça va être vraiment le ver dans la pomme parce que l'occupant va vouloir diviser pour mieux régner. Et donc, quand von Bissing arrive, donc le gouverneur général allemand, il se dit, bon, qu'est-ce qui divise les Belges? La grande division des Belges, c'est quoi au 19e? C'est les cléricaux et les anticléricaux. Donc, il tend la main aux socialistes, qui par ailleurs sont internationalistes. Mais pas de bol. Le patron, celui qu'on surnomme le patron du POB, Emile van der Velde, il vient d'être baptisé ministre d'État. Il est parti avec le gouvernement belge. Donc, il va être fidèle au gouvernement belge. Pas question de collaborer avec l'occupant. Donc, un coup dans l'eau. Donc, il continue à réfléchir, notre Moritz von Bissing. Qu'est-ce qui divise encore les Belges? Oh, ils ont des petits problèmes linguistiques. Et donc, il va tendre la main aux grands pontes du mouvement flamand. Les Camille Huysmans, les Van Kouwelaert, et Frank et tout ça, qui disent non. Ça, c'est une histoire belgo-belge. On va régler ça entre nous quand vous serez partis. Ce seront les loyalistes. Mais ce sont les tout grands pontes du mouvement flamand. Hein. Et donc, niet. En revanche, des seconds couteaux, genre Peter Tack, August Borms et autres, ils se disent « ça c'est l'occasion, on va pouvoir... » Et ils vont s'autoproclamer les activistes flamingants. On va pouvoir appliquer les lois qu'on a votées et qui ne sont pas vraiment appliquées, dans la justice, dans l'administration, dans les écoles, et puis on va essayer d'obtenir une université, et ce sera la flamandisation de l'université de Gand en 1916, que tout le monde va appeler l'université von Bissing. Et cette université, ça ne va pas trop bien marcher parce que tous les profs de Gand foutent le camp. Et il faut même demander à des Hollandais de venir donner des cours parce qu'on n'a pas assez de profs. Et qui protestent de manière virulente deux figures à carrure internationale. Un francophone qui partira à l'ULB après la guerre, c'est Henri Pirenne. Donc c'est un monument historique à lui tout seul. C'est un médiéviste qui a une renommée internationale, qui a des réseaux internationaux. Paf, tu protestes mon petit? Eh bien, on t'emmène en Allemagne et tu vas aller faire un petit séjour dans les camps. Mais pas seulement lui, il y a son grand ami Paul Frédéric. Lui, c'est un néerlandophone qui proteste aussi et qui est déporté de la même manière. Donc voilà. Ça, c'était des revendications qu'il y avait avant la guerre, qui ont été salopées un peu, puisque ça se mélange avec l'occupant pendant la guerre. Mais les loyalistes, quand ils reviennent, les grands pontes, quand ils reviennent, ils disent on voudrait bien maintenant, nous on a été loyaux, on n'a pas trahi la Belgique, parce que les activistes vont aller très loin. Une fois qu'ils ont l'université flamande de Gand, ils vont demander la scission administrative, et puis en janvier 18, ils proclament l'indépendance de la Flandre. Bon, c'est du pipeau, ce sont les pantins de l'occupant. Hein, le peuple même néerlandophone les déteste. Hein, et ça, on le voit dans les violences populaires de novembre 1918, où les maisons des activistes sont attaquées par la populace avec des cailloux, les pianos qui volent par au-dessus des fenêtres, etc. Donc, ils sont pas du tout aimés. Et puis, quand les grands pontes, qui, eux, ont été loyaux, reviennent avec leurs revendications d'avant la guerre, mais qui ont été portées par les activistes pendant la guerre, eh bien, les francophones de Flandre, c'est quand même la haute bourgeoisie, l'aristocratie en Flandre. C'est eux les Franz Kioun. Ils ont peur. Ils ont peur. Et donc tout de suite, ils vont faire l'amalgame en disant « Ah, mais tu dis que tu es loyaliste, mais tu es un néo-activiste. Tu es un flamboche. » Mais on ne s'imagine pas la puissance de ce mot. Quand on voit ce que les gens ont souffert, ils appelaient les Allemands les Boches,
faire l'amalgame flamand et Boche. Être un flamand, c'est être un Boche. C'est celui qui a massacré des civils en Louis XIV, c'est celui qui a affamé la population, c'est celui qui a arrêté, c'est celui qui a été tatillon, etc., etc., etc. Eh bien, attendez, c'est pas une petite injure, c'est une baffe aller-retour, ça. Et donc, ça va envenimer le débat d'une manière absolument catastrophique. Catastrophique. Et du coup, ben, les Flamands vont devoir attendre 1930 pour obtenir une université totalement flamande à Gand. Et donc, avec ce sentiment, ben, finalement, l'État belge, ben, il nous donne tout à reculons. Voilà. Oui, c'est ça la Flammenpolitik, exactement. Diviser pour mieux régner, la Flammenpolitik. Du coup, un tout grand merci pour la présentation, c'était très très intéressant. Moi, je me posais une question, c'est, vous nous avez beaucoup parlé de l'image que renvoyait le roi, mais je me demandais, vous avez aussi parlé de la propagande qu'il y avait pendant la guerre, y compris des Britanniques. Quelle était la part de la propagande dans cette image que renvoyait le roi? Est-ce que c'était une image réelle qu'il avait auprès du peuple? Ou est-ce que c'était une image qui a été construite déjà à l'époque par la presse, comme on peut voir ici parfois certaines images construites par la presse? Voilà, alors au niveau international, on ne parle d'ailleurs pas du roi soldat, mais bien du roi chevalier, the Night King. Ça, c'est vraiment une construction de la propagande au profit de la position morale de l'Empire britannique, qui ne serait entré en guerre que pour sauver un pays qui est incarné par ce roi chevalier, un petit pays plein d'honneur et qui se bat contre vents et marées. Ça, c'est une construction qui part de faits qui ne sont pas tout à fait faux, mais c'est une construction tout à fait exagérée. En Belgique occupée, ben, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Donc, toute l'autopropagande qu'on fait pour tenir, en fait, hein, la zouance bruxelloise, elle va se déchaîner, hein, juste pour tenir malgré tout. On se rend compte que la figure du roi est quelque chose qui permet de tenir. Et il sera toujours dessiné dans son uniforme de 14. Ce sont des dessins qui sont faits en 16, en 17. Mais il faudra attendre le 22 novembre 1918 pour découvrir à quoi ressemble le roi soldat en vrai. Hein? Et donc, je crois qu'il y a un mélange vraiment de diffusion d'un sentiment populaire réel dans une forme de propagande, dans une forme populaire, donc qui ne met absolument pas les nuances, sur le roi mélancolique, parce qu'il a des grosses crises de dépression, sur tout ce qui s'est passé avec le comte Thüringen. Je dis, ben, toutes les puissances, la diplomatie secrète, elle continue. Eh bien, Albert a aussi fait sa diplomatie secrète. Donc ça, évidemment, ça ne fait pas du tout partie de l'image. Voilà, ses difficultés avec le mouvement flamand, et qu'il a tracassé, beaucoup tracassé, parce qu'il voulait absolument, il disait ça, mon premier objectif, c'est l'unité de la Belgique. La Belgique doit être une, et en même temps, je sens bien qu'il y a des gens qui ont raison, qu'il y a des revendications où ils ont raison. Mais il a lutté contre les régiments unilingues, en disant non, il nous faut une nation. Et là, voilà, c'était beau. Mais personne ne voyait très clair. Est-ce que quelqu'un y a vu clair? Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ce qu'il fallait faire? On n'en sait rien. Hein, c'est un problème très, très compliqué. Et donc tout ça, ça ne fait pas partie, évidemment. Donc toutes ces nuances-là, non. Mais fondamentalement, l'image qui est popularisée correspond, j'espère que je l'ai montré, à des attitudes sincères et réelles. Mais après ça, on raconte, on fait le portrait tout beau, quoi, tout beau. Et les aspérités, il avait des moments de dépression, mais il était aussi assez obsessionnel, hein, parce qu'apprendre, dès qu'il est petit, l'horaire de train de toute la Belgique par cœur, je sais pas, mais heureusement qu'il avait une femme poète, quoi. Hein.
Donc voilà, c'est... Hein. Merci beaucoup pour ce retour. Enfin, voilà, j'ai particulièrement apprécié la conférence. Je me demandais, vous parlez d'une part de sa vie très personnelle, à laquelle on n'avait pas accès. Pour pouvoir nous faire le portrait du roi Albert, comme vous l'avez fait ici, il a fallu quel type de documents, sur quoi vous vous êtes basé, sur des témoignages de je ne sais pas combien de personnes, enfin je sais, mes cours de critique sont très loin. Alors, mais les sources sur lesquelles je me suis basée, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y a d'abord toute la presse, les cartes postales, les caricatures, les billets de banque, les monnaies, les monuments. Il y a plein de monuments au roi Albert. Les carnets des soldats, les registres de condoléances. Est-ce qu'il tenait des journaux ou Oui, alors il y a... Le roi tenait des carnets, mais ça m'apporte ce qu'il est vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'est... Bon, donc il y a ces carnets au Palais Royal, et qu'on peut mettre en lien avec les albums de photos de la reine. Et là, c'est vraiment pour voir toute cette réalité où il va dans les tranchées, voilà, on dit, mais on peut dire, ben oui, c'est pas faux, et il y va vraiment. Et puis quand on a les carnets personnels des soldats, ben, on dit, ben oui, là, on a des témoins, etc. Donc c'est pas rien du tout. Donc il y a toutes les photos, les albums de photos de la reine, mais aussi les photos de presse, etc. Donc il y a vraiment tout ce qui est médiatique. Hein, donc toutes les sources médiatiques, que ce soit les médias à proprement parler, ou bien tout ce qui est documents qui circulent. Et pour connaître la culture populaire, les cartes postales ou les monuments, les cartes postales, c'est juste génial. Et il y a une collection au musée de l'Armée, mais alors qui est phénoménale. Et alors vous avez le roi, c'est une carte postale de 1917, mais qui est dans sa tranchée avec son uniforme de 14, à côté d'un soldat et son fusil face à l'ennemi. Donc voilà, ça moi j'adore. Donc c'est tout faux, mais ça dit sa réelle présence, que ça touche les gens, et que comme ils n'ont pas encore eu accès au nouvel uniforme, qu'ils ont entendu ça, eh bien, ils vont le mettre. Et donc voilà, toutes les sources de la culture populaire, jusqu'aux douilles, hein, les douilles d'obus, qui est l'artisanat des tranchées. Hein, où vous avez des hommages au roi Albert, à la reine Elisabeth, les breloques. Moi, j'ai étudié toutes les breloques. Ce sont heureusement qu'il y avait un collectionneur de breloques, mais là, c'est des milliers. Hein, des breloques, c'est un peu nos pins. Voilà. L'équivalent de nos pins, mais version début du siècle passé. Merci aussi pour cette conférence, j'ai adoré. Et moi, ma question, elle est relative. J'ai vu des articles passer sur le sujet, c'était des soldats flamands qui auraient été beaucoup plus touchés dans les tranchées que les soldats francophones, car une mauvaise compréhension ou non-compréhension des ordres qui seraient donnés en français. J'ai pas creusé le sujet, mais j'étais vraiment curieuse. Faut pas le creuser, c'est du pipeau. Ok, voilà, merci beaucoup. Non, alors, ce sont deux chercheurs de la KUL, parce que les francophones n'auraient jamais osé faire l'étude. Hein, on se serait fait taper dessus. Donc c'est bien que ce soit des Flamands qui ont pris à bras le corps les chiffres des pertes de l'armée belge. Donc je vous ai dit, il faut remettre les choses d'abord dans son contexte global. Très peu de morts dans les tranchées belges, très peu. On est avec des chiffres qui sont des cacahuètes par rapport... Alors, comme disait Staline, 1 mort, c'est une tragédie, 1000 morts, c'est un chiffre. Hein, mais quand même. Hein, donc, vous voyez que... Je ne veux pas minimiser, parce que 40 000 morts, c'est 40 000 morts, mais par rapport à 1,4 million, 1,8 million, 1 million de Britanniques, voilà. Donc, on est en train, nous, petite Belgique, en train de pinailler, hein, le village gaulois qui se dispute, Obélix et Astérix, franchement. Et une légende est arrivée, c'est très intéressant les légendes. Une légende est arrivée
les premiers à la lancer, ce sont les activistes flamingants en pays occupés, à partir de rapports de la Croix-Rouge. Et ils disent qu'en fait, il y a plus de soldats flamands qui meurent pour une cause qui n'est pas la leur, que c'est eux qu'on envoie au casse-pipe, et patati et patata. Donc, on peut faire une étude pour regarder. La population flamande est plus grande que la population wallonne. Hein? Donc, on est dans du 60-40. Donc, normalement, on devrait avoir 60%, 40%. On devrait avoir un écart d'à peu près une quinzaine de pourcents, parce qu'après ça, il y a les Bruxellois, on ne sait jamais où les mettre. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, parce qu'il y a des gens bilingues quand même. Hein? Donc, non, c'est sans rigoler. C'est pour ça que j'aime bien Bruxelles d'ailleurs. Et donc, l'étude qu'ils ont fait, donc on devrait être dans 15% de différence. Et les études qu'ils ont fait, c'est une différence. Donc, effectivement, il y a plus de Flamands qui vont mourir, mais la différence de surplus, c'est entre 3 et 9%, et pas entre 15 et 25%. C'est entre 3 et 9%. Alors, comment ça s'explique? Le fait qu'ils sont un peu surreprésentés, mais sur des chiffres bas, hein, mais un peu surreprésentés, eh bien, la Flandre est beaucoup plus pauvre que la Wallonie à cette époque-là. Hein, la Wallonie, elle est riche, c'est les charbonnages, et donc plus éduquée. Or, quand vous êtes éduqué, vous évitez l'infanterie. Vous allez plutôt du côté de l'artillerie, du génie, la cavalerie, et ceux qui prennent plein pot, c'est l'infanterie. Et surtout dans la guerre des tranchées. Hein, les artilleurs, ils sont à l'arrière, mais ceux qui doivent passer le parapet et traverser le no man's land, ce sont les fantassins. Et donc forcément, dans toutes les armées de la Première Guerre mondiale, c'est les fantassins qui vont mourir en masse. Et il y a plus de pauvres Flamands que de pauvres Wallons dans cette arme-là. Et donc, ça explique ça. Et alors, il y a le mouvement frontiste. Donc, sur le front, il y a le mouvement flamand qui continue. Ce sont des intellectuels, des volontaires universitaires, des brancardiers, des aumôniers, etc., qui prennent en charge pour relayer les revendications des Flamands dans les tranchées. Et il ne passe rien. Hein, dès qu'il y a une plainte à faire, ils la font. Ils ne se sont jamais plaints qu'un soldat flamand n'ait pas compris les ordres. Vous savez, quand vous devez sauver votre peau, même en chinois, bon, le vocabulaire militaire, c'est quand même pas Shakespeare. Hein. Il y a quelques phrases à connaître, quelques ordres à connaître. Si c'est pour sauver votre peau, même en chinois, vous allez les apprendre. Hein? Donc parce qu'on a dit ça aussi des Corses, hein, les revendications. C'est même les gens de cour, c'est pas vrai. Et si ça avait été, ne fût-ce qu'un tout petit peu vrai, je vous jure que le mouvement frontiste se serait rué dessus. Or, qu'est-ce qui se passe quand, dans les tranchées, donc il n'y a pas tout ça. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Ah non. Pourquoi est-ce que le mouvement flamand, et avec eux pas mal de Flamands, se sont attachés, vraiment se sont accrochés à cette légende? Qu'est-ce qu'elle dit de réel avec des mots qui, pris au premier degré, est faux? Quel est le sens second? C'est très simple. Il y a quelques officiers francophones, anti-flamands, bêtes et méchants. C'est une extrême minorité, des exceptions. Par contre, et y compris chez les piou-piou, genre volontaire de guerre de classe supérieure qui veut découvrir le peuple, hein, on a ça avec Pierre Verhagen, hein, un aristocrate qui va vivre dans les tranchées avec ses hommes, et il va écrire parce que ses hommes n'ont pas les mots pour le dire. Il adore ses hommes. Mais il y a un écart. Lui, c'est un aristo et les autres, c'est des gens du peuple. Donc, bon. On est dans un univers... Mais par contre, tu vois, tous ces francophones,
ils ne sont pas méchants. Ils sont des pieds à la tête, convaincus d'appartenir à une civilisation plus grande et plus noble que les Flamands. Or, les pauvres Flamands, ils sont dans une civilisation de merde. Et donc, il y a très peu de violence consciente, de racisme linguistique. Mais par contre, il y a un paternalisme. Oh! Et ce n'est pas pour rien que ceux qui montent au créneau, ce sont des intellectuels, des gens qui en ont marre de se sentir humiliés. Hein, et pour se sentir humilié, il faut avoir une certaine conscience de soi. Hein, si vous n'avez aucune conscience de vous-même, si vous vous estimez rien du tout, eh ben, on ne peut pas vous humilier. Par contre, si vous avez certaines visions de vous-même, eh bien, là, on peut commencer à vous humilier. Donc, eux, ils se sentent humiliés par ce paternalisme. Mais écoutez, on est dans un univers de mort omniprésente. On risque tout le temps. Le bruit du canon, c'est H24, lointain, proche. Il y en a qui en deviennent fous. Et on appelle ça l'obusite. Ça dit bien, on devient fou de ce bruit de canon qui n'arrête pas et qui vous dit la mort imminente, potentielle. Et puis vous le voyez, les blessés, la gueule arrachée, un bras arraché. Alors, vous n'allez pas venir vous plaindre d'un petit bobo à l'âme. Je me sens un peu humilié. C'est inaudible. Inaudible. Les seules plaintes, c'est « j'ai un bras arraché, ça fait mal » ou « mon copain est mort ». Et ça, on peut. Ça, ce sont les deux plaintes qui sont audibles dans les tranchées. Le reste, on ne va pas vous entendre. Alors, vous savez, quand on n'entend pas des collectivités, eh bien, elles vont essayer de le dire de manière imagée. Au sens premier, fausse, mais au sens second, ce que dit cette légende, c'est on nous a maltraités, on s'est senti maltraités dans les tranchées, on s'est senti comme des moins que rien, on s'est senti nos vies valaient moins que celles des autres. Et pourquoi? C'est ça que ça veut dire en fait. Et si on va chercher aussi loin, c'est pour ça que je n'aime pas le criticisme qui s'arrête au premier niveau. Oh non, c'est du pipeau, c'est fini, on n'en parle plus. Non, ça va aussi chercher derrière, parce qu'il y a quelque chose de fort qui est derrière. C'est la même chose pour la légende des enfants aux mains coupées et des prêtres crucifiés sur les portes des églises. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu ça. Par contre, ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'il y a plus de 6000 civils qui ont été massacrés en quelques jours. Ça, c'est vrai. Et donc, comment le dire? Et comme on n'a pas les mots pour le dire, eh bien, on va commencer à raconter des histoires. C'est comme si... Je ne sais pas vous expliquer, mais c'est comme si... Parce qu'à Louvain, les massacres, ils sont dirigés contre la Pfaffen-Universität, donc l'université des papistes. Hein, le recteur magnifique, il est pris en otage. Le révérend Pierre Dupierreux, un jésuite, il est abattu à bout portant. Donc il y a une volonté, hein, parce que ce sont des troupes protestantes qui arrivent là. Et donc comment le dire? Je ne peux pas vous dire, c'est le chaos. C'est comme si on crucifiait les prêtres sur la porte de nos églises. Mais non, on ne les a pas crucifiés, on les a juste flingués. C'est pas pareil. Mais ça dit symboliquement le ressenti. Donc voilà, je crois qu'il faut chaque fois aller jusque derrière pour essayer de vraiment rejoindre ce qui ne peut pas être dit autrement. Et donc cette légende flamande, premier degré c'est faux, mais elle dit quelque chose de très vrai. De très très vrai, cette espèce de paternalisme qui devient insupportable parce que quand on risque sa peau, on risque sa peau et point, on est égaux, voilà. On n'a pas vraiment parlé d'un sujet brûlant qui est la mort du roi Albert. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire deux mots là-dessus? Il est mort dans un accident d'alpinisme en 1934. Il a de la chance, hein, parce que grâce à ça, il n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a préservé son image parce qu'on ne sait pas ce qu'il aurait fait. On ne sait pas. C'est ouvert, hein. Je ne veux supposer rien du tout. Mais son image est préservée parce que dans tout l'entre-deux-guerres jusqu'en 1934,
Il a été couvert par le contre-saint ministériel. Tout ce qu'il a fait, d'aller voir les gens, les positions qu'il a prises pour relancer la Belgique en disant non, c'est pas possible, on va pas faire tomber un gouvernement sur des élections les communales à Astières. Vous rigolez ou quoi? On est en pleine crise économique. C'est pas possible. Donc tout le monde va lui donner raison. Donc il a tout bien fait. Et c'était un grand alpiniste. Et alors, les tout grands héros, on ne sait pas, hein, personne n'y était. Donc, vraisemblablement, c'est un accident d'alpinisme. Bêtement. Bêtement. Mais c'est marrant de voir que quand on a des héros d'une telle carrure, hein, c'est vraiment un demi-dieu, hein, eh bien on voit ça dans la Révolution mexicaine pour Zapata. On voit ça pour aussi hein, le paradis de comment ça s'appelle encore Michael Jackson, etc. etc. Voilà. Donc c'est souvent c'est pas possible qu'il soit mort. Ben oui, parce qu'il était trop jeune, il n'avait même pas 60 ans. Donc c'est pas possible qu'il soit mort. Et alors vous avez les théories qui partent dans tous les sens. Les services secrets allemands, bon, passons encore. Les Allemands, ils sont coupables de tout. Mais alors, il y a d'autres théories, ce seraient les services secrets français. Et puis non, ce serait une histoire de cœur et de cul. Et rien ne peut être... Donc tous ceux qui alimentent ça, il n'y a aucune preuve dans ces théories-là. Aucune. Ça repose sur rien. Rien du tout. Donc, pour moi, c'est un non-sujet, quoi. Mais voilà. Merci beaucoup.